On vous souhaite la bienvenue, on est très content de vous recevoir. C'est un afterwork qui vous est proposé par la FNTC, la Fédération des tiers de confiance du numérique, que vous connaissez tous, qui travaille notamment sur les domaines d'expertise que vous voyez ici affichés, l'archivage électronique, signature, facture électronique, identité numérique, vote électronique, blockchain, e-finance, e-santé, RGPD et QIC. Bientôt, intelligence artificielle. Et bientôt, l'intelligence artificielle, effectivement. On travaille, on est regroupé dans différents collèges. On a le collège des tiers de confiance certifiés, le collège, si j'en oublie, vous me dites, hein, mais il y a le collège conseil, le collège utilisateur, la pépinière de start-up, et c'est tout. Les 4 collèges. 5. J'ai oublié les tiers de confiance, mais non certifiés peut-être, je crois. Parce que je crois qu'il y en a 2. Non, les réglementés. Oui, les professions réglementées, voilà, exactement. Heureusement que le vice-président Heureusement qu'il est là. On travaille au sein de différents groupes de travail. Donc ici, nous, on fait partie du groupe de travail archivage. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas menti, on va parler de l'EIDAS dans sa globalité et pas seulement de l'archivage. C'est juste que pour le coup, c'est un sujet qui nous intéresse parce que dans le groupe de travail d'archivage, on est plusieurs acteurs, des utilisateurs aussi. Et ce sujet nous intéressait au-delà de l'archivage. Et c'est pour ça que le guide qu'on vous propose aujourd'hui, hein, qui est à l'entrée, que vous pourrez voir, celui-ci, il n'a pas vocation à vous donner toutes, on va dire, les clés et les secrets du nouveau de la modification du règlement EIDAS, mais bien des éléments de lecture, de compréhension, de premier degré, premier niveau, parce que c'est ce que nous, en fait, on cherchait à avoir. D'accord? Donc, l'objectif était bien là, donc on va bien voir tous les aspects. Je vais laisser mes collègues se présenter et essayer de ne pas trop parler. Eh ben non, voilà, je me suis trompée. Ah ben voilà, c'est dans le sens. Donc, vu que j'ai le micro, je commence. Moi, je suis Amélie Fraisier, je suis responsable des partenaires stratégiques chez Security.com. C'est marrant parce que je lis mon nom quand même et mon titre comme si je ne le connaissais pas. La photo change. Ah oui, la photo change, c'est vrai. Alors, j'ai toujours aussi peu de rides, mais les cheveux ont poussé, bien évidemment. Moi, tu Toi, tu me vois de trop près, c'est non, c'est pour moi. C'est pour avoir. Je me permets pas. La couleur, c'est vrai, j'étais très brune, c'est vrai. Donc voilà, donc moi je fais partie du GT Archivage depuis pas mal d'années maintenant. Et donc je côtoie ce groupe et d'autres groupes avec joie et bonheur, bien évidemment, puisqu'on s'entend tous très bien. C'est toujours un plaisir de travailler tous ensemble. Et je vais passer de l'autre côté à Marie-Christine pour qu'elle se présente. Alors, bonsoir à tous, je ne sais pas si vous m'entendez, sinon je ne m'entends pas. Marie-Christine Baldi, donc moi je travaille à la Société Générale et donc je suis juriste en droit du numérique, co-responsable d'une équipe qui s'appelle Data et Digital, qui est en partie sur la banque de détail et en partie sur la banque d'investissement. Sébastien Passler, je suis prestataire de services de confiance qualifiés. Alors pas moi, je suis responsable conformité du groupe BeWise et le groupe BeWise est prestataire de services de confiance qualifiés. On agit dans le monde de la signature électronique, de l'horodatage, de la lettre recommandée électronique et nous sommes également tiers archiveurs et on s'intéresse naturellement de près à tous ces sujets, c'est notre quotidien. Bonjour, alors je dirais rien sur ma photo parce que voilà. Pascal Agosti, je suis avocat associé au sein du cabinet Caprioli et associé. Donc là, nous avons la chance d'avoir Eric Caprioli dans les travées, ici présent. Et donc je travaille plus spécifiquement sur les questions relatives à la digitalisation et aux contrats informatiques. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur toutes ces questions au sein de la FNTC. Ouais. Alors moi, je ne vous ai pas expliqué ce que faisait Security.com, je viens de m'en rendre compte. Donc nous, on est également tiers archiveur, on est éditeur de coffre-fort numérique et on s'attelle aussi à tout ce qui est la dématérialisation. Et donc, on travaille aussi parfois avec des services de confiance, comme la signature ou le cachet électronique. Voilà. Alors, hop, va
falloir que je manie ça correctement. Donc la FNTC, je vous en ai parlé un petit peu avant, hein, mais c'est 160 acteurs de tous horizons. Donc vous le voyez dans les différents collèges et vous le voyez aussi représenté ici. On a des éditeurs de logiciels, on a des prestataires de services numériques, on a aussi des utilisateurs ici, et puis on va avoir le volet juridique, expertise, donc ici dans notre panel à nous représenté par Pascal. On est tous plus ou moins des experts, alors ça fait pas très humble de le dire, mais bon, je pense que quand même on travaille suffisamment pour avoir un certain niveau d'expertise. On est aussi représenté par les professionnels réglementés au sein de la FNTC, une pépinière de start-up et bien évidemment les institutions. Donc là je vais passer parce que les groupes de travaux, je vous les ai expliqués un petit peu, hein, vous les avez là. Si vous voulez des informations sur la FNTC, devenir membre, venir travailler dans nos groupes de travaux, vous inscrire à notre newsletter pour être informé de tous ces événements que l'on met en place, vous pouvez vous diriger à la fin de la conférence vers François Luc qui est là-bas au fond, qui nous salue. Voilà. À savoir que dans les événements à venir, on aura un événement sur l'archivage des données. Alors la date, le 5 novembre. Ici même. Voilà, au même endroit. Donc même heure aussi, François-Luc. Très bien. Donc ça, c'est un travail qui a été mené de concert entre la FNTC et le CR2PA, qui est le club de l'archivage managérial. Voilà. Donc là, vraiment des utilisateurs de l'archivage. Donc on a mené ce travail de concert. Dans la salle. Exactement. Et puis plus tard, les assises de la confiance numérique le 26 novembre au l'Automobile Club. Voilà, les inscriptions sont ouvertes. Donc sur le site de la FNTC, vous trouverez toutes les informations. Au sommaire du jour, nous allons voir une petite introduction, bien évidemment, les nouveaux services de confiance, plus précisément. Puis enfin, avant ça, on verra le contexte réglementaire autour du règlement EIDAS, les responsabilités et les sanctions, le PEIN, et puis les cas d'usage dans le secteur bancaire qui nous sont proposés par Marie-Christine, donc vraiment sur le volet utilisateur. Pas d'orage, c'est bon. Donc, le règlement EIDAS, je pense que vous le connaissez tous. J'ai voulu introduire le sujet en reprenant son titre, son intitulé, pour qu'on puisse le décortiquer très rapidement, hein, ce qui va nous permettre aussi de revenir, parce que ce guide, vous le voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a marqué volume 3. Parce qu'en fait, ça fait 1 an, quand on a su qu'il y avait une modification qui était en train de se faire sur le règlement EIDAS, on s'est dit, bah, tiens, ça peut être une bonne idée de reprendre depuis le début. Qu'est-ce que c'est que le règlement EIDAS? Qu'est-ce que sont les services de confiance? Et puis ce troisième volet sur justement cette deuxième version. Donc le règlement européen, donc 910-2014, sur l'identification électronique, les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. C'est long, mais on va le décortiquer parce que moi je suis la pro du décortiquage, j'aime bien ça. Règlement européen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est d'application directe dans tous les États membres de l'Union européenne. D'accord? Donc ça c'est très important. Identification électronique, parce que ce règlement européen, il va proposer vraiment 2 volets. Le premier, l'identification électronique, qui sont tout simplement les différents processus qui peuvent être mis en place, qui servent à prouver l'identité d'une personne dans l'espace numérique. D'accord? Donc ça existait déjà dans le règlement de 2014, d'accord? Dans sa première version. Les services de confiance, qui sont tout simplement des services électroniques définis dans le règlement et qui sont proposés par des prestataires reconnus, donc des prestataires de services de confiance qualifiés ou non. D'accord? Et enfin, on a cette dernière petite partie qui, moi, me plaît beaucoup, qui est pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le marché intérieur, qu'est-ce que c'est? Il y a une mouvance en Europe qui est le fait d'introduire un marché unique, d'accord, européen, notamment via la dématérialisation. Okay? Et donc finalement, ce règlement européen, ce qu'il va proposer, c'est une identification pour s'identifier sur ce marché unique, et de 2, des services de confiance sur les différents processus numériques que l'on utilise lorsqu'on est dans le cadre de ce marché numérique. D'accord? Donc c'est vraiment, on est sur une interopérabilité en Europe. D'accord? Ici, il faut savoir que le but premier, c'est d'encadrer ces nouvelles technologies et d'harmoniser le marché unique.
D'accord? Donc ça va être la base. En 2014, le règlement européen, il abroge la directive 1999-93 qui élaborait finalement, définissait la signature électronique. D'accord? Et la nouvelle version, donc, qui a été publiée en mai 2024 du règlement eIDAS, et celle dont nous allons vous donner des clés de lecture aujourd'hui. Cette nouvelle version, bien évidemment, elle reprend les deux volets historiques. Elle reprend l'identité électronique d'un côté, et elle reprend les services de confiance. Bien évidemment, elle ne les reprend pas à la lettre, parce que sinon on ne serait pas là, ce ne serait pas intéressant. Donc le volet d'identité électronique va être une obligation pour les États membres de l'Union européenne d'ici à 2026, donc l'obligation de mettre en place une identité numérique. Donc ça va plutôt être expliqué par Sébastien à ma droite. Et puis les services de confiance, bien évidemment, on a des évolutions sur les services de confiance déjà existants, signature électronique, etc., que l'on connaît, et des nouveaux services. Parce que nouvelle technologie oblige, il faut venir encadrer et donner une vie juridique à ces nouvelles technologies. D'accord? Donc le but ici, c'était, sur cette nouvelle version, d'adapter le règlement eIDAS aux nouveaux usages numériques, aux nouvelles technologies, au nouveau cadre réglementaire européen. Ça, c'est très important parce que depuis 2014, dans la première version du règlement électronique jusqu'à aujourd'hui, le cadre réglementaire européen a énormément évolué. D'accord? Donc il fallait faire une mise à niveau. Et c'est justement ce par quoi nous allons commencer avec le contexte réglementaire autour du règlement eIDAS. Merci Amélie. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on parle d'eIDAS, on ne parle pas que d'eIDAS. Il faut comprendre que l'œuvre normative européenne s'appuie sur un maillage de plus en plus fin de différents textes. Que ce soit dans la sphère de la cybersécurité, de la protection des données à caractère personnel, ou deux autres points qui semblent moins voyants, que sont l'accessibilité ou les plateformes numériques. Ce que nous avons fait, nous avons pris la dernière version du règlement eIDAS et nous avons déterminé les différentes occurrences de ces différents textes. Alors, qui dit confiance dit sécurité. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un si derrière nous n'avons pas quelques éléments de sécurité pour nous permettre de dire oui, j'ai bien confiance en Séverine. Parce que à l'usage, nous avons vu certaines choses, etc., qui nous permettaient de dire que nous pouvions avoir confiance. Donc, la sécurité en tant que telle se retrouve manifestée autour de différents actes. Différents actes qui renvoient aux différentes parties que vous a exposées Amélie. Amélie, elle vous a expliqué qu'il y avait toute une partie sur l'identification électronique. Une partie qui, en fait, a trait à l'identification électronique régalienne et, plus spécifiquement, les aspects transfrontaliers de cette identification électronique. Elle s'appuie sur différents schémas, mais je laisserai à Sébastien le soin d'exposer un petit peu ces éléments. Donc, ça c'est le premier point, c'est se dire, pour l'identification électronique régalienne, je vais m'appuyer sur le Cyber Security Act de 2018. À l'intérieur de ce Cyber Security Act de 2018, des schémas de certification qui sont développés et qui vont s'appuyer, qui vont permettre de dire comment est-ce qu'on aura des éléments d'identification, un portefeuille d'identité numérique et des schémas d'identification qui iront bien. Première partie, chapitre, identification électronique régalienne. De l'autre côté, on a NIS 2, la directive SRI, qui, elle, va s'appliquer non pas à la partie régalienne, mais à la partie service de confiance, et plus spécifiquement par rapport aux différents prestataires de services de confiance, que je sais nombreux dans la salle. Donc, le deuxième point, ça va être ça, avec, ici, une transposition qui se fait attendre. On a normalement jusqu'au 17 octobre 2024, donc vous imaginez, on a encore une semaine, mais bon, j'entends des rires dans la salle, je suis très étonné de ces rires. Non,
soyons sérieux, effectivement, on peut se poser des questions par rapport au fait que le législateur français va bien tenir cette date. Mais bon, tant qu'on n'y est pas, on n'y est pas. Le règlement de 2019, il a trait aux cartes nationales, aux cartes d'identité électronique et à la forme que doivent prendre ces cartes d'identité électronique en termes de sécurité. Donc ça, c'est le volet sécurité. Il y a évidemment la litanie autour de la protection des données à caractère personnel, avec, je dirais, quelque chose d'incontournable qu'est le RGPD, avec, lorsqu'on se retrouve avec des différents services de confiance, eh bien, on va se retrouver, il y a de fortes chances, avec de la donnée à caractère personnel, qui permet d'identifier François, ici présent, dans le cadre d'un certificat, de son autorité de certification, bien sûr. Donc ces éléments figurent. Une directive 2258 qui est une très vieille directive, qui est une directive sur la vie privée dans le domaine électronique. Donc là aussi, quelque chose qui a été cité dans le règlement IDAS. Et enfin, un règlement de 2018-1725 qui est plus sur une approche, je dirais, pénale du RGPD. C'est un lien en rapport avec ça. Ça, c'était les aspects, je dirais, assez simples et évidents. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau européen, il y a aussi des exigences vis-à-vis des personnes non valides, des personnes handicapées. Et il y a de nombreux considérants, dans le cadre du règlement IDAS, qui renvoient vers cette accessibilité vis-à-vis de ces personnes et comment faire en sorte qu'une technologie de l'information, un service de confiance, puisse être accessible, certes aux valides, mais également à d'autres personnes. Donc c'est quelque chose qui doit être pris en considération, et sachez que c'est quelque chose qui se développe, puisque nous avons eu dernièrement une condamnation de l'État, là on n'est pas encore dans le domaine privé, une condamnation de l'État par rapport à un défaut d'accessibilité à un service numérique, un téléservice. Donc quelque chose qui commence à être pris en compte. Je pense qu'il y a un éveil des consciences sur cette question. Et enfin, tout cela, vous voyez, ont trait à des interrelations. Dans le cadre de la dernière partie, plateforme numérique, comme vous le voyez, là c'est l'inverse. C'est-à-dire que le règlement IDAS est utile au Digital Services Act et au Digital Management Act. Qu'est-ce que ça permet de faire? Cela permet d'assurer l'identification des personnes, des utilisateurs de plateformes en s'appuyant sur IDAS. Donc, c'est juste pour vous expliquer un petit peu à quoi ressemble désormais le paysage. En tout cas, comment il interagit avec tout le paysage. Mais bon, c'est un magnifique millefeuille. Et je rends la parole à Amélie. Merci, Pascal. Je ne vous l'ai pas dit au début, si vous avez des questions, notez-les. On fera un temps d'échange à la fin de la présentation. D'accord ? Je vous propose que l'on passe au premier volet. Alors, c'est le deuxième d'un règlement IDAS, mais nous, on a voulu le traiter en premier. C'est celui des services de confiance. Alors, vous le savez, dans la première version du règlement, il existait déjà des services de confiance que vous avez ici à l'écran. La délivrance de certificats d'authentification des sites web, l'envoi recommandé électronique, l'eurodatage qualifié, la conservation qualifiée des signatures et des cachets électroniques qualifiés, d'accord ? La validation qualifiée pour les signatures et les cachets qualifiés, et enfin l'émission de certificats pour des cachets qualifiés ou bien pour des signatures qualifiées, et également la signature avancée. D'accord ? Ces services de confiance, ils existaient déjà, ils vont continuer d'exister. Pour certains d'eux, une possible évolution va potentiellement apparaître dans les actes d'exécution à venir. On reviendra sur les actes d'exécution juste après. Donc, à savoir qu'il est probable que, par exemple, pour les certificats d'authentification des sites web, une reconnaissance à un affichage plus visuel soit demandée, donc qu'il soit disponible sur les navigateurs web. En ce qui concerne l'envoi recommandé électronique, une évolution qui va aller vers l'échange de ces recommandés entre deux prestataires qualifiés. Nous aurons également une évolution sur l'eurodatage qualifié avec un acte d'exécution qui définira la fiabilité de la source de temps utilisée. Et enfin, un acte d'exécution
alors qui pour lui aura une petite subtilité, mais Pascal vous en parlera tout à la fin, sur la signature avancée, d'accord, avec un acte qui va nous proposer potentiellement, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, les standards applicables à la signature avancée. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs écoles pour la signature avancée, on en parle beaucoup, et puis finalement, il y en a très peu qui savent réellement ce qui se cache derrière, donc potentiellement, ça permettra de cadrer aussi cette pratique-là de la signature avancée, d'accord, qui est en niveau, en fin de compte, juste en dessous que la signature qualifiée. Pour les niveaux des différents services de confiance, on vous renverra vers notre deuxième fascicule qui vraiment traite de tous ces niveaux, parce qu'on a la signature simple, la signature avancée du certificat qualifié, etc. Donc tout ça, on ne va pas le traiter aujourd'hui, mais sachez que les informations sont disponibles sur le site de la FNPC dans le deuxième fascicule sur le règlement EIDAS. Donc ça, c'est pour les anciens. D'accord? Vous le voyez, à chaque fois, on vous a mis, quand il n'y a pas d'évolution qui était citée dans le règlement, dans la nouvelle version du règlement, on vous a mis un nouvel acte d'exécution en attente. Parce qu'effectivement, on va avoir des nouveaux actes d'exécution. Alors, qu'est-ce qu'un acte d'exécution? Alors, l'acte d'exécution, c'est assez simple, finalement. C'est la mise en pratique du règlement. D'accord? C'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure, le règlement européen est d'application directe. Oui. Mais lorsqu'il y a un besoin que cette application reste sur des bases communes, puisqu'on a parlé d'interopérabilité quand même, et bien dans ce cas-là, on utilise des actes d'exécution qui vont référencer notamment les standards techniques et les normes que chaque État membre pourra utiliser et sur lesquels il pourra s'appuyer pour mettre en place les référentiels qui permettront à différents prestataires de services de confiance d'être reconnus comme qualifiés. D'accord? Voilà, j'espère que ça c'est clair pour tout le monde. Donc, de manière assez simple. Ce qui va nous intéresser surtout, les nouveaux services de confiance, c'est-à-dire les nouvelles technologies, les nouveaux usages. Alors bon, nouveaux pour certains pas tellement parce qu'on les utilise depuis certains temps, mais finalement l'encadrement d'usages que l'on fait aujourd'hui dans les marchés numériques. Alors quels sont-ils? Le premier service de confiance, alors accrochez-vous bien, je vais vous le lire, mais après on va le décortiquer puisque je vous ai dit que c'était un petit peu ma passion. La gestion de dispositifs de création de signatures électroniques à distance ou de dispositifs de création de cachets électroniques à distance. Kesako, alors c'est très simple. Dans la première version du règlement EIDAS, on pouvait mettre en place un dispositif à distance qui allait faire du cachet. Le cachet, vous le savez, personne morale, d'accord? Donc on vient venir attester, c'est le tampon de l'entreprise. Okay? La nouveauté ici, c'est qu'en fait, on va passer aussi sur un service à distance pour la signature qualifiée. Alors ça paraît tout bête comme ça, mais ça risque quand même de révolutionner l'usage de la signature électronique qualifiée. J'espère que tu es d'accord avec moi quand je dis ça. Oui. Ça peut changer des choses. Si tu n'es pas d'accord, surtout tu ne le dis pas. Mais en fait, ça peut, voilà, c'est pas le moment. Ça peut révolutionner. Pourquoi? Parce qu'en fait, la signature électronique qualifiée aujourd'hui est peu utilisée parce qu'elle a des contraintes techniques qui sont très importantes, comme notamment le fait qu'il y a l'usage d'un dispositif qui est reconnu comme un dispositif de création de signature, mais qui doit être vraiment finalement à l'usage propre de la personne que la signature identifie. Okay? Parce que signature identifie personne physique ou une personne morale, enfin personne physique en représentation d'une personne morale. Et ça posait parfois des soucis, voilà, techniques et d'usage, tout simplement d'usage. Le fait de pouvoir mettre en place un tel service, ça va potentiellement, eh bien, pas généraliser, mais augmenter l'utilisation de ce niveau-là de signature. Donc, ça c'est la première nouveauté, c'est que la signature, on va avoir un système de création de signature à distance sur de la signature physique. Ça c'est très important. Et surtout, on va décorréler deux prestataires. C'est-à-dire, on va pouvoir utiliser premièrement le prestataire de service de confiance qui émet mon certificat de signature ou de cachet, et pourquoi pas un autre prestataire de service de confiance qui, lui, va gérer le dispositif de création à distance. D'accord? Donc ça ouvre aussi le marché et ça permet, parce qu'une ouverture du marché, ça joue aussi beaucoup sur la confiance numérique.
Donc tout ça, c'est toujours très important. Deuxième service de confiance. Alors c'est là où on va rentrer un petit peu dans les nouveaux services de confiance sur des usages pas si nouveaux que ça. Ça va être le service qualifié d'archivage électronique. Bon, l'archivage électronique, c'est pas du tout nouveau, encore moins en France, d'accord, où c'est quelque chose de normalisé, parfois de réglementé, donc on s'y connaît suffisamment. Mais là, on a cette nouveauté qui est de dire, bah tiens, le règlement eIDAS a enfin pris en compte la nécessité de venir encadrer, et bien tout simplement des principes autour des documents et de la donnée, important, documents et données, c'est pour ça que je vous renverrai vers le prochain événement sur l'archivage des données qui sera très intéressant. Mais là, on a bien cette notion-là de, on ne va pas parler que de documents, de pièces, mais aussi de données. Et on va venir réintroduire tous les préceptes qui sont l'intégrité, l'exactitude de l'origine, la pérennité, et aussi la capacité à apporter les preuves associées à ces trois préceptes. Donc tout ça, c'est très important parce que jusqu'à présent, au niveau européen, ce n'était pas représenté, ce n'était pas encadré dans la première version du règlement eIDAS. Troisième service de confiance, les registres électroniques qualifiés. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est très simple. Les registres électroniques, ce sont en fait des données, donc des registres composés de données. Ces données, le registre doit pouvoir en garantir l'origine, l'intégrité et la chronologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est en train de donner un effet juridique. Ces registres-là, ce sont en fait les registres de traçabilité qui peuvent être utilisés par tout type de prestataire aujourd'hui. Donc là, on est en train de venir donner un effet juridique grâce à ce service de confiance sur les technologies de traçabilité, comme par exemple la blockchain. D'accord? Donc vous voyez, encore une fois, on vient encadrer une nouvelle technologie utilisée. Et ces registres-là, du fait qu'ils pourront être qualifiés, eh bien, pourront être présentés comme des preuves à part entière. Très important aussi. Et puis enfin, les attestations d'attributs qualifiés. Alors là, je ne suis pas du tout sûre de vous l'expliquer correctement, mais après, Sébastien il va prendre la relève. Mais bon, je le tente quand même. Alors, ce sont des preuves électroniques. Ouais, non, parce que ça m'a coûté. Hein. Toute la journée, je l'ai répété. Non. Si moi je l'ai compris, tout le monde va le comprendre. Alors, qu'est-ce que ce sont? Des preuves électroniques qui permettent de prouver la qualité, des caractéristiques, des droits, des permissions d'une personne physique, d'une personne morale ou d'un objet. Alors vous me dites, ok, alors pas du tout. Elle n'a pas du tout réussi à nous expliquer. Alors c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que c'est un attribut? Un attribut, ben, ça peut être le diplôme. Un diplôme que je veux pouvoir présenter. Ça peut être les pouvoirs, ça peut être des mandats. Vous voyez, ça peut être tout ce genre de documents-là. L'attribut en lui-même ne sera pas un document. Attention, très important. Vous le voyez dans le deuxième carré. Hein. C'est une preuve sous forme électronique. C'est un échange de données. Mais par contre, l'avantage de l'attribut, c'est qu'il a la même valeur légale que l'attestation papier qui peut vous être remise par une institution, par un organisme, soit-il public ou privé, selon l'attribut que vous voulez justifier. Ok? Je pense que je me suis pas mal débrouillée. Ça va. Continue. T'es dedans. Je vous laisse là-dessus et je repasse la parole à Pascal. Devant tant de clarté, ça va être très difficile de prendre la parole. On va parler de quelque chose qui est très important. Responsabilité, sanction. Alors, partez du principe que... Alors, je vais vous donner un exemple. On va d'abord faire une distinction. Suivant qu'on a en face de soi un prestataire de service de confiance qui est qualifié ou qui n'est pas qualifié. Dans ce genre de situation, il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsque je me retrouve avec un prestataire de service de confiance non qualifié et qui délivre des services de confiance eux-mêmes non qualifiés, eh bien, le règlement indique, je passe la balle aux réglementations nationales. Et en France, nous avons
tout un volet autour de la responsabilité civile. Donc, pour les prestataires de services de confiance non qualifiés installés en France, il conviendra, si jamais par exemple on a un défaut, c'est-à-dire un document qui n'a pas été archivé, on prend un nouveau service de confiance, un document que je n'arrive pas à retrouver dans un service d'archivage non qualifié. Et j'en ai besoin justement pour éviter un contrôle fiscal, de me retrouver. Donc j'ai besoin de pouvoir arguer de telle ou telle réalisation pour éviter de me faire de me retrouver avec ce contrôle fiscal. Manque de peau, on n'arrive pas à le retrouver dans ce service de compte. T'y es pour rien, Séverine, t'y es pour rien, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Donc, dans ce genre de situation, ben, le contrôle fiscal débouche sur une sanction, une amende fiscale à l'encontre de la personne. Ben, que croyez-vous que va faire l'utilisateur de ce service d'archivage défaillant? Eh bien, il va essayer d'engager la responsabilité du prestataire de service de confiance non qualifié. Donc, la faute, elle est déjà matérialisée. J'arrive pas à avoir mon document. Le préjudice, le contrôle fiscal et l'amende qui va avec. Et le lien de causalité. C'est parce que je n'ai pas trouvé le document, que je n'ai pas eu accès au document, que cette sanction m'est appliquée. Non, c'est pas possible chez DocaPost, on les retrouve les documents. Je n'ai pas parlé de DocaPost, c'est juste que tu es là. Et je n'ai rien dit. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier point. Ce qu'il y a d'important, c'est ce lien de causalité, d'accord? Maintenant, que se passe-t-il avec un prestataire de service de confiance qualifié? Oh là là, elle est là. Mais ce que ça veut dire, c'est tout simplement... Alors tout d'abord, savoir que le règlement IDAS nous parle de certaines grandes obligations que va devoir remplir le prestataire de service de confiance qualifié qui fait du service de confiance lui-même qualifié. Je vois qu'il y en a deux qui suivent. Donc par rapport à ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à l'intérieur du règlement IDAS, on sait qu'il faudra s'assurer, par exemple, de la bonne identification des personnes. Oh là, ça tourne bien. Ah ouais. Il faudra s'assurer, pour la délivrance de certificat, il faudra s'assurer de la mise en place de process qui permettent justement organisationnels. Il faudra également s'assurer que la liste de certificats révoqués prend bien en considération un certificat qualifié qui aurait été lui-même révoqué. Et enfin, donner l'information qui va bien aux différents utilisateurs. Qu'est-ce que ça change? Ce que ça change, c'est que si jamais on manque à ça, n'oubliez pas, on est avec un prestataire de service de confiance qualifié qui délivre du certificat ou du service de confiance qualifié, c'est-à-dire la Rolls. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On inverse la charge de la preuve, c'est-à-dire, j'ai ma faute, j'ai mon préjudice, et le lien de causalité est inversé. Là où je montre le lien qui existait entre ma faute et mon préjudice, dans le cadre de la responsabilité des prestataires de services de confiance qualifiés, eh bien, c'est au prestataire de services de confiance qualifiés de démontrer, 1, qu'il n'a commis aucune négligence, ou que 2, la personne qui entend engager sa responsabilité n'est pas clean. Donc, voilà un petit peu les grandes distinctions. Vous voyez, ça se joue autour du lien de causalité. Et ce lien de causalité, il y a tout un travail. Dans ce cadre-là, lorsqu'on se retrouve avec un prestataire de service de confiance qualifié et qu'on veut attaquer sa responsabilité, on appelle ça, en droit, la preuve diabolique. Arriver à porter la preuve de l'absence de négligence ou de la défaillance de la personne qui entend remettre en cause ma responsabilité, c'est ça que ça s'appelle, la preuve diabolique. Vous imaginez un petit peu? C'est pour dire que c'est compliqué. Donc ça, c'était le volet responsabilité. Maintenant, il y a une autre nouveauté dans le cadre du règlement IDAS 2, ce sont les sanctions.
Alors, vous avez appris une chose importante au tout début, c'est que Sébastien était lui-même prestataire de services de confiance. Et dans ce cas-là, c'est ce que tu as dit. Qualifié. Et dans ce cadre-là, eh bien, tu es soumis à une amende potentielle de 5 millions d'euros si tu... Et c'est pas ça que je me suis repris tout de suite. Oui, parce que 5 millions d'euros par rapport à ça, c'est compliqué. Par contre, lorsqu'on se retrouve avec une personne morale, eh bien, là, nous pouvons avoir une amende qui monte jusqu'à 5 millions d'euros ou 1% du chiffre d'affaires annuel mondial total. Pour ceux qui connaissent un peu les arcanes du droit, ça fait vachement penser aux sanctions qui sévissent dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Mais sachez que cet exemple se retrouve désormais dans une foultitude de règlements qui mettent en avant ce type de sanctions avec des pourcentages de chiffre d'affaires, etc. La recette est désormais largement diffusée dans l'appareillage réglementaire européen. Sachez également une chose, c'est que vous avez ces éléments, ces sanctions potentielles, mais elles seront également cumulables avec celles du RGPD. C'est pas beau la vie? C'est la double lame. À la fois, la première lame, c'est le règlement IDAS, qui coupe le premier poil, et hop, derrière, vous avez la deuxième lame avec le règlement général sur la protection des données. Donc maintenant que nous sommes tous bien rasés, à nous de penser un petit peu aux questions relatives à l'identité. Merci Pascal. Voilà. On a parlé beaucoup de prestataires de services de confiance, on a voulu les raser de près, voir les couper, je sais pas, on a été diabolique. Mais tu as toujours ta barbe, toi. Je te ferai remarquer. Hein. Exactement. J'essaie de faire attention à contourner la preuve diabolique. Mais en fin de compte, le règlement IDAS, il s'intéresse aussi et avant tout aux personnes, aux individus. C'est avant tout un champ de droits et de nouveaux services pour les individus. Donc on parlait de la première partie du règlement et de la deuxième partie du règlement, et donc ces deux parties sont au nombre de 6, puisqu'il y a 6 chapitres dans ce règlement IDAS, puisqu'il fallait bien parler quand même des sanctions, sinon ça vous nous enlevait une grande partie de la présentation. Et il y a également, naturellement, tout ce qui va tourner autour de la gouvernance, puisqu'on a des organes de contrôle. On a l'ANSSI en France qui vient s'assurer que les prestataires de services de confiance qualifiés font bien leur travail et respectent bien un ensemble réglementaire pour tout cela. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'identification électronique, donc la fameuse première partie qui s'appelle chapitre 2. Cette identification électronique, elle porte sur quoi? Déjà, elle ne s'adresse pas aux prestataires de services de confiance qualifiés, elle s'adresse aux États membres. Et il n'y aurait jamais eu de règlement IDAS V2 s'il n'y avait pas eu une V1, et l'identité numérique est arrivée déjà dans cette première version du règlement, en 2014, où on a parlé d'un moyen d'identification électronique. Un moyen d'identification électronique, c'est quoi? C'est finalement une capacité à prouver son identité. Suite à une identification, on va pouvoir prouver son identité, parce que identifier quelqu'un, c'est bien, mais si ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Et le moyen d'identification électronique est apparu pour permettre justement cela. En France, on va retrouver France Identité, on va retrouver l'identité numérique de la Poste, on va retrouver Iris, qui sont 3 exemples de moyens d'identification électronique au niveau substantiel ou au niveau élevé. On a plusieurs niveaux d'identification qui sont possibles et d'authentification et donc de preuve de l'identité de la personne selon les cas d'usage qui pourront les nécessiter. En France, on a également eu un schéma qui a été créé par la loi pour une république numérique en 2017 pour définir une identité numérique qui peut être ou ne pas être la même que celle qui est prévue au règlement IDAS, puisqu'il est bien prévu dans le règlement que les schémas d'identification peuvent être notifiés ou ne pas être notifiés au niveau européen pour leur donner une valeur finalement transfrontalière, et on est bien toujours au sein d'un règlement européen, et le marché interne dont parlait Amélie est finalement le marché européen, on n'est pas dans un État. Ma chronologie est sûrement pas à l'échelle, mais après, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à 2024? Je ne vais pas dire pas grand-chose, mais il a fallu mettre en œuvre ce 2014, et on a vu apparaître des moyens d'identification électronique un peu partout, dans un but d'avoir une vraie interopérabilité, de pouvoir prouver mon identité de citoyen français lorsque je vais pas à beaucoup d'endroits. Lorsque je vais en Pologne, je peux. Et finalement, on voit bien, c'est l'exemple de la France, il y a quelques pays qui sont plus, voire moins,
mais on voit bien qu'on n'a pas eu cette interopérabilité aussi large. D'où aussi, en partie, ce règlement IDAS V2 qui vient introduire quelque chose de plus. C'est-à-dire, on va introduire un portefeuille européen d'identité numérique. Waouh! Vous avez aimé le moyen d'identification électronique, vous aimerez le portefeuille européen d'identité numérique. Alors déjà, on a l'identité numérique maintenant et on a un portefeuille européen. Et la définition, on va commencer par le définir comme étant un moyen d'identification électronique de niveau élevé. Au moins, on a une continuité. Ce qui a commencé à fonctionner, on va essayer d'aller plus loin et de l'étoffer. Et ce portefeuille, on va rentrer un peu dans le détail de ce qu'il est et à quoi il sert et comment on va s'en servir. Et il peut être délivré comme un moyen d'identification électronique, ça tombe bien, vu que c'en est un, soit directement par un État membre, soit dans le cadre d'un mandat de l'État membre, donc une délégation de service public, soit par des prestataires privés qui vont pouvoir être reconnus comme tels. Donc un schéma de certification, et j'ai cité plusieurs moyens d'identification électronique en France. La France a fait le choix de pouvoir définir plusieurs prestataires comme étant en capacité de délivrer un moyen d'identification électronique, une identité numérique aux citoyens français. C'est important, tout le monde, selon les sensibilités, tout le monde n'a pas le même rapport à l'État et tout le monde ne va pas voir l'État de la même façon, donc le règlement est suffisamment large pour tout ça. Mais finalement, il fait quoi ce portefeuille européen d'identité numérique? Alors, on va rentrer dans une phrase et on va la décortiquer, c'est la méthode, c'est ça? Donc, on va essayer. Un moyen d'identification électronique, donc, qui permet à l'utilisateur de stocker, de gérer et de valider en toute sécurité des données d'identification personnelle et des attestations électroniques d'attributs. C'est un portefeuille. Et un portefeuille, si je mets une seule carte dans mon portefeuille, ça ne me sert pas à grand chose d'avoir un portefeuille. Donc il va bien falloir que je mette plusieurs choses. Déjà, en tant que possesseur, futur possesseur, heureux futur possesseur d'un portefeuille européen d'identité numérique, je vais pouvoir mettre plusieurs identités. Je n'ai pas forcément une seule identité. Je peux avoir une identité personnelle, je peux avoir une identité de mon entreprise, je peux avoir une identité dans le cadre de ma représentation de l'entreprise. On peut avoir plusieurs identités. Mais pas seulement plusieurs identités, puisque j'ai pas envie toujours de donner toute mon identité. Alors déjà, il faudrait que j'arrive à définir ce qu'est toute mon identité, c'est pas évident, puisque si on revenait sur une définition basique de l'identité, c'est un ensemble d'attributs qui qualifie une personne dans un contexte. Un ensemble d'attributs. Alors on va faire le lien avec les attributs et les attestations électroniques d'attributs. Finalement, ce qui me représente ici aujourd'hui, c'est probablement d'être membre de la FNTC. Et je peux vouloir prouver que je suis membre de la FNTC. Je n'ai pas forcément envie de vous montrer ma cotisation de la FNTC. Donc, par contre, la FNTC pourra me délivrer une preuve que je suis bien membre, que je vais pouvoir faire valoir auprès de parties utilisatrices, et on arrive dans la deuxième partie, afin de les fournir aux parties utilisatrices et aux autres utilisateurs de portefeuilles européens d'identité numérique et de signer au moyen de signatures électroniques qualifiées ou d'apposer des cachets au moyen de cachets électroniques qualifiés. Je ne sais pas si c'est la plus longue phrase du règlement, mais elle est dense. Celle-là, la décortiquer, en effet, on pourrait y passer 1 heure de plus. On va peut-être faire court parce que ça dépend. On peut. Donc, fournir les attestations d'attributs, en effet, je vais pouvoir faire valoir ce que de droit à quelqu'un de dire je suis bien telle personne ou la qualité que je prétends avoir, je l'ai bien. Mais je vais pouvoir aussi signer. Et ça, c'est nouveau. Et c'est en lien direct finalement avec ce nouveau prestataire de signature à distance, en lien ou pas, puisque comme toujours, le règlement est suffisamment large pour permettre plusieurs solutions technologiques, plusieurs façons d'utiliser. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais pouvoir à minima activer ma signature électronique qualifiée sur un document, sur une donnée, pour pouvoir prouver mon consentement à ce document. Ou apposer un cachet, puisque ce portefeuille ne se limite pas aux personnes physiques, il s'applique naturellement aussi aux personnes morales. On va peut-être essayer de voir un peu comment, c'est un texte, finalement il y a une phrase qui est très longue, très complexe, qui amène beaucoup de choses, et le règlement, c'est limité à ça. Si, il s'est plutôt limité à ça, mais par contre,
la Commission a lancé plusieurs initiatives pour essayer de creuser les choses et de pouvoir voir comment le faire. 3 exemples de façon de l'appréhender, une façon plutôt technique et fonctionnelle, c'est le framework d'architecture de référence qui est un élément qui va permettre d'essayer de creuser et d'amener une interopérabilité. Une interopérabilité, il va falloir définir quels sont les composants, il y a plein de choses qui interviennent dedans, il y a des parties utilisatrices, il y a de la signature électronique, donc on va quand même retrouver notre bon vieux prestataire de services de confiance qualifié de signature. On va pouvoir avoir des prestataires d'attributs, naturellement, puisque si je stocke et je gère mes attestations, il va falloir que je les reçoive. Donc il va falloir avoir un lien avec ces prestataires et je vais transmettre à des parties utilisatrices qui elles-mêmes vont devoir être identifiées comme étant dignes de recevoir des attestations d'attributs et donc de connaître une partie de mes données que je vais pouvoir conserver dans mon wallet. Je vais pouvoir aussi, en effet, conserver les informations que j'ai transmises à des tiers. C'est intéressant, on a parlé de RGPD. Finalement, on a bien le principe de minimisation et la facilité à pouvoir faire jouer mes droits parce que je sais exactement ce que j'ai transmis à un tiers. On ne va pas rentrer dans le détail technique de ce que va être le wallet, mais il y a des travaux qui mènent à cela. Si on parle d'interopérabilité, on va parler naturellement de standardisation également et de normes. J'ai repris un schéma qui ne s'applique pas forcément au wallet, mais qui donne une certaine visibilité sur des choses qui existaient déjà et qui existent et qui se complètent. Ce sont des travaux de l'ETSI, de la CEN, de différents organismes de standardisation qui vont pouvoir amener des éléments pour soit des prestataires de services de confiance, soit pour les États, pour arriver à définir réellement comment on crée cette sécurité, cette confiance au sein de ce portefeuille électronique d'attributs, non pas d'attributs, portefeuille européen d'identité numérique. Le pain, ouf. Il va être standardisé, il va être décrit, on va pouvoir l'utiliser, c'est super. Naturellement, il y aura aussi des actes d'exécution, on s'est donné quand même un peu de temps, les premiers actes arriveront rapidement et on verra le temps qu'il faut pour avoir un vrai portefeuille qui soit interopérable et qui fonctionne bien. Mais il va falloir qu'il soit utilisé également, et pour cela, une autre initiative avait été lancée, c'était les pilotes à large échelle, qui visaient à étudier, à creuser un peu sur le comment le mettre en œuvre, et visaient à étudier des cas d'usage. Il y a 4 pilotes européens qui ont été lancés, et qui ont visé différents cas d'usage. On a une nouvelle vague d'appels à projets qui a été lancée par la Commission européenne pour opérationnaliser un peu plus et continuer le travail de mise en œuvre de ces pilotes pour voir apparaître réellement ces wallets et avoir des vrais cas d'usage et qui soient utilisés, puisque tout l'intérêt, et on voyait sur la chronologie peut-être la lenteur de mise en œuvre des moyens d'identification électronique, les cas d'usage sont forcément la clé du développement de tout outil numérique. Et on va voir avec Marie-Christine un cas d'usage particulier. Juste avant. Les questions, elles sont après. Non, mais moi j'ai le droit. Ah d'accord. Juste avant, pour tout le monde, est-ce que tu peux me donner un exemple simple de comment je gère, je valide mes données d'identification via mon PUN, par exemple avec tu sais, les sites pour les majeurs, les majeurs. Et vis-à-vis de la signature, qu'est-ce que, tu vois, à quoi va servir le PUN? À m'authentifier? Oui. Vous aimez bien? Non, mais c'est deux exemples qui vont donner. C'est vrai que c'est deux exemples où des exemples pratiques. Aujourd'hui, on donne souvent beaucoup trop d'informations quand on nous demande une pièce d'identité. Il y a beaucoup d'informations sur ma pièce d'identité. Je n'ai pas forcément envie de toutes les fournir, mais si je découpe ma pièce d'identité, elle est plus valable et puis je ne peux plus la réutiliser. Souvent, j'ai besoin de prouver que je suis majeur. Je n'ai pas besoin de donner ma date de naissance. On peut tout à fait recevoir des attributs qui sont fournis, et donc mon état civil, et pouvoir fournir qu'un sous-ensemble à la partie utilisatrice. Donc si la partie utilisatrice a besoin de savoir que je suis majeur pour aller sur un site de vente d'alcool, par exemple, on va pouvoir justement transmettre uniquement cette preuve de majorité sans que je donne mon nom, mon prénom, ma date de naissance. On n'en a pas besoin. Le site veut juste, à la responsabilité
de savoir que je suis majeur, j'ai la responsabilité, ben, si je veux bénéficier du service, je fournis. Donc c'est un vrai apport dans ce sens-là. Sur la signature, Alors, tu voulais que en je fait, dise sur la signature. introduire le débat que nous avions eu en groupe de travail. Non, mais sur la signature, c'était de dire que pour l'instant, c'était pas clair. Ce qu'ils disent, il va falloir, on va pouvoir générer Alors, de la signature. Oui, la mais ça veut signature, dire quoi? en J'ai effet, un outil dans mon Le portefeuille. wallet va me Voilà. permettre de signer électroniquement, et ça c'est l'obligation légale. Comment on le met en œuvre? Ça, le texte se garde bien de le dire, et heureusement, si les législateurs commencent à dire comment on doit faire les choses, on va peut-être pas s'en sortir. Donc, en effet, il doit permettre de faire de la signature électronique. Et il doit permettre de faire cette signature électronique de façon gratuite lorsqu'on est dans un usage non commercial, non professionnel, pardon. Donc, comment elle va être faite? Est-ce que le wallet va être une application de signature me permettant de consulter mon document, d'apposer ma signature dessus? Est-ce que le wallet va être un moyen d'interagir avec un prestataire de signature à distance dont on a parlé précédemment et va me permettre d'activer ma signature? Quelle va être l'interaction entre mon workflow de contractualisation? Parce que en général, signer, c'est pas très intéressant en soi, c'est pas une fin en soi que de signer un document. Le but, c'est de souscrire, c'est de consentir à quelque chose, c'est de donner un accord. Et tout cela, il y a tout un cadre autour. Il y a tout un tas de recueils d'informations, il y a tout un tas de visualisations, même tout simplement du document. Il y a plusieurs personnes qui interagissent. Il est assez rare que je signe seul. Donc finalement, il y a tout ce parcours de signature entre une personne morale et une personne physique, plusieurs personnes physiques, le mix de tout cela. Et ce que va apporter le wallet, c'est cette capacité à signer, ou du moins à activer ma signature pour la poser sur un document. Là, de la même façon, des travaux sont en cours, plusieurs voies sont possibles pour arriver à mettre en œuvre les choses et gérer les bonnes interactions entre un prestataire de signature à distance, si elle est faite à distance, elle pourrait très bien être faite toujours sur ma carte à puce, je peux brancher mon petit dongle sur mon téléphone, bon ça se fait pas beaucoup, mais pourquoi pas, ça, techniquement il n'y a rien qui l'empêcherait, et quelles vont être les interactions finalement entre plusieurs acteurs qui vont créer cette confiance. J'ai répondu à ta question? Parfaitement, merci. Je te remercie pour la question. Et on va passer sur un cas d'usage et on va parler de l'utilisation du portefeuille dans le cadre bancaire. Oui, du coup, le cadre bancaire, alors là, on a peut-être un slide. Ce que je voulais dire, et ce que Sébastien a dit, c'est que c'est un écosystème dans lequel il y a plusieurs types d'acteurs. Il y a l'utilisateur qui va être porteur du wallet, il y a le fournisseur du wallet, on a vu qu'il peut y avoir des prestataires de services de confiance pour les signatures, il y a les plateformes qui vont bénéficier des wallets, qui vont consommer les wallets et donc demander la justification de l'identité des personnes et demander des attributs, des attestations d'attributs. Et puis on a des fournisseurs d'attributs. Donc vous voyez, c'est un écosystème où il y a au moins 5 protagonistes différents, sachant que certains acteurs pourraient se retrouver dans différentes catégories. Par exemple, la banque, vous voyez, on pourrait envisager qu'elle soit à la fois une plateforme consommatrice d'une identité électronique, c'est-à-dire, donc c'est la partie de droite, et qu'elle fournisse également des attributs, puisqu'elle pourrait être considérée comme une source de confiance pour les informations bancaires, sachant que tous ces échanges se font avec le consentement de l'utilisateur. Évidemment, il n'est pas question que la banque aille fournir n'importe quelles données qui sont de surcroît couvertes par le secret bancaire à n'importe qui. Tout ça se fait à la demande de l'utilisateur parce qu'il va se connecter à une plateforme. Donc là, si on prend le rôle à droite de la banque qui est fournisseur de services, plateforme qui fournit le service, par exemple le service de gestion de compte bancaire. Donc à quel moment on envisage qu'on va pouvoir consommer ces wallets d'identité électronique? Eh bien lors de l'identification du client qui n'est pas encore un client, à l'entrée en relation, c'est ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer.
Également au moment des revues de KYC, puisque notre autorité de surveillance, la CPR, nous fait obligation d'actualiser les revues de KYC sur est-ce que l'identité, enfin, ou certains paramètres d'identité, le domicile, les revenus ont pu changer. Également le recueil de documents et d'attestations, puisqu'on a vu que ces PUN permettaient la délivrance d'attestations d'attributs. Donc plutôt qu'on les demande aux clients, eh bien, on appellera le wallet qui lui-même appellera le fournisseur d'attributs. Un autre cas d'usage et qui nous gêne en partie, c'est la Strong Customer Authentication, c'est-à-dire les authentifications périodiques. Lorsque vous vous connectez périodiquement à vos comptes, en fait, tous les 90 jours, il y a une authentification forte qui doit être jouée, qui est imposée par la directive service de paiement. Et puis également, quand vous faites normalement des paiements sur Internet et que le site e-commerce ne veut pas supporter l'éventuel risque de fraude, il joue également auprès de votre banque une authentification forte. Et là, vous voyez, ce sont des cas d'usage sur lesquels les banques nous freignons des quatre fers et que la Commission européenne veut au contraire promouvoir, parce que l'idée qui était derrière ce règlement IDAS V2, c'était de promouvoir l'identité électronique qui, dans l'IDAS V1, était réservée, enfin, avait été conçue pour le seul secteur public. Et comme il n'y avait pas suffisamment d'usage dans le secteur public, ils l'ont fait passer de force, un petit peu manu militari dans ce nouveau règlement IDAS V2, et il est écrit noir sur blanc, c'est même plus dans les considérants, les secteurs d'activité qui doivent impérativement utiliser ces wallets. Et évidemment, les banques sont dedans, donc on est ravis. Et donc là, ils vont tester des cas d'usage de Strong Customer Authentication. Et donc ça veut dire que dans tous les cas où on joue ce type d'authentification, on devra accepter non plus seulement nos propres moyens, mais on devra aussi accepter le wallet. Et le wallet, c'est vrai qu'on se dit que si le wallet est compromis, donc en théorie il est d'une sécurité la plus élevée possible, mais enfin imaginons qu'il y ait une compromission, nous n'aurons pas forcément les éléments et les métadonnées que nous avons actuellement pour détecter une fraude éventuelle. Et donc la grande question derrière tout ça, c'est qui supportera la fraude. Évidemment, le règlement n'en parle pas, vous vous en doutez bien, et donc ce qu'on pense, c'est qu'évidemment, dans un premier temps, c'est surtout les banques qui vont devoir l'assumer. Donc, enfin, bon, je vous donne c'est un peu caricatural, hein, voilà, je suis dans une industrie monétaire, et voilà, c'est des aspects monétaires, et de surcroît sur les paiements, c'est vrai que ça tire aussi les schemes de paiement, donc derrière, si vous voulez, vous avez quand même des mécanismes assez compliqués, et notamment pour les paiements par carte, on se demande, ça pourrait impacter, ça impactera les paiements par carte au moment de l'authentification. Et puis il y a même des discussions, est-ce que le wallet lui-même pourrait devenir lui-même un moyen de paiement finalement? Vous voyez, ça peut aller jusque-là dans l'usage du wallet, puisque la Commission européenne veut vraiment promouvoir ce coup-ci pour de bon l'identité électronique. Et puis on a également la signature qualifiée, comme on vient d'en parler. Et de l'autre côté, si la banque était fournisseur d'attributs, mais vous voyez c'est un cas de figure, et l'État français sera fournisseur d'attributs pour tous les attributs pour lesquels il est la source, la golden source, donc tout ce qui est état civil finalement, mais sûrement pas que. Et donc le fournisseur d'attributs sera soit la golden source, soit des professionnels qui se sourceront auprès de la golden source et produiront les attestations d'attributs. Donc les banques pourraient, vous voyez, se positionner sur le rating du crédit, l'origine des fonds, l'information sur les comptes, avec évidemment l'accord du porteur du wallet, vous voyez, qui est toujours au milieu, et donc vous voyez bien qu'il ne peut pas y avoir de passage de l'acteur de gauche à l'acteur de droite sans que ça passe par le consentement de l'acteur du milieu qui est le porteur du wallet. Donc tout ça se fait au travers de cette application, donc ça sera construit autour de l'identité régalienne, c'est-à-dire notre carte d'identité finalement électronique,
qui sera dérivé sur une application sur smartphone. Et ce sera, comme je vous l'ai dit, sous le contrôle du porteur. Alors là, c'est un slide un petit peu touffu. Pascal m'avait dit de le revoir, mais je n'ai pas eu le temps. Donc en fait, vous avez deux grands articles, donc Code monétaire et financier, qui donnent aux banques la façon et qui imposent aux banques la façon dont elles doivent identifier le client à l'entrée en relation. Et donc là, je vous ai mis sur... en fait, la pyramide, c'est la même chose que ce qui est écrit, donc il faut simplement regarder la pyramide. Et vous avez soit des facteurs autosuffisants, ce sont ceux que j'ai mis là, et ce que Pascal m'avait demandé de rajouter, c'était les facteurs qui n'étaient pas autosuffisants, mais qui peuvent être couplés 2 à 2. Mesure de vigilance renforcée. Voilà, donc c'est ce qu'on a appelé la vigilance renforcée, c'est-à-dire vous combinez des facteurs qui sont moins forts, mais vous en mettez 2 forcément. Et donc là, je n'ai pas eu le temps de le mettre, et du coup, on a seulement le schéma, enfin la pyramide des facteurs autosuffisants. Et vous voyez que dans les facteurs autosuffisants, eh bien, on avait traditionnellement, dans l'ancien monde, on avait le face-à-face. La personne allait en agence, présenter sa carte d'identité, et l'agent vérifiait par rapport à la photo qu'il s'agissait bien de la bonne personne. Si c'était des sociétés, il fallait identifier le représentant légal et puis faire le lien avec la société au travers du CABIS. Et puis vous avez d'autres moyens. Vous avez le moyen d'identification français de niveau élevé. C'est celui de l'article 102 du Code des postes dont Sébastien a parlé tout à l'heure. Vous avez les schémas IDAS européens de niveau substantiel ou élevé. Et les schémas français de niveau substantiel ou élevé. Et donc le PUN, eh bien, il se trouve, vous voyez, il serait plutôt européen en fait, puisqu'il va être notifié. Donc c'est le deuxième, rectangle vert, vous voyez, de cette pyramide. Et donc le code permet déjà de l'utiliser. Donc voilà. Alors ensuite, là, donc, je n'ai pas mis le couplage de moyens, mais le couplage de moyens permettrait par exemple de coupler une pièce d'identité qui devrait néanmoins être fournie et sur laquelle devrait être fait ce qu'on appelle un RADLAT, c'est-à-dire on a un prestataire qui vérifie qu'elle est bien authentique au travers il vérifie un certain nombre d'éléments de la pièce d'identité suivant ils ont des scans et ils ont des cahiers des charges qui pourraient par exemple être couplés à la signature qualifiée du wallet. Donc vous voyez, on pourrait aussi utiliser d'autres fonctions du wallet comme la signature qualifiée, pourquoi pas, avec la pièce d'identité. Bon, après il faudrait mesurer effectivement, est-ce que c'est intéressant ou pas, est-ce que quelqu'un qui arrive avec un wallet et qui peut s'identifier, est-ce que c'est plus simple pour lui de signer, ou bien voilà, est-ce qu'on gagne de temps, sachant qu'on lui fera de toute façon signer des documents de convention de compte, donc ça pourrait, pourquoi pas, ça pourrait peut-être faire gagner une étape, un clic, vous voyez, dans le parcours. Et pour terminer, alors là, le schéma, bon, c'est pas moi qui suis auteur de ça, que j'ai récupéré. Bon, il ne faut pas trop entrer dans le détail. Ce que je voulais seulement montrer là-dessus, c'est qu'en fait, quand on va devoir, si on décide d'identifier un prospect, un non-client par l'identité électronique du wallet, on pourrait se contenter de jouer le mécanisme d'authentification, c'est-à-dire la partie basse du pavé central. Et donc, on devrait simplement garder la preuve qu'on a joué l'authentification du wallet. Et nous, on aurait seulement à conserver finalement le token d'authentification qui nous aura été envoyé par le wallet. Et ça, pour le moment, c'est pas précisé dans le code monétaire et financier. Qu'est-ce qu'on devra garder ou pas dans ce genre de cas? Est-ce que le token suffira ou est-ce qu'on devra aussi en plus garder l'attestation d'attribut, d'identité qui serait émise par exemple par l'État ou par un prestataire de services d'attribut qualifiés. Donc ça, pour le moment, ça n'est pas défini dans le code. On peut penser que ça sera sûrement les deux. Et donc vous voyez, ça joue deux parties différentes du wallet. Et dans l'un des cas, ça joue en plus l'appel à un fournisseur d'attributs. Donc voilà pour moi. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Christine. Alors, il me revient la redoutable tâche de conclure. Et
Michel Blanc, si tu nous écoutes. Donc, par rapport à ça, ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est la chose suivante, c'est que tout ce qu'on vous a dit n'est pas juste une vision éthérée, c'est pas juste un délire, c'est quelque chose qui s'inscrit totalement dans une approche pragmatique. Regardez un petit peu ce qui s'est passé. En septembre dernier, certains d'entre nous étions à l'ETSI pour échanger autour de comment le portefeuille d'identité numérique allait se construire et qu'est-ce qu'il allait pouvoir faire. Des actes d'exécution devraient sortir d'ici le 21 novembre 2004. C'est demain. Donc, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'il y a ces actes d'exécution qui vont arriver. Un an plus tard, on va se retrouver avec une foultitude de différents actes qui vont porter sur d'autres éléments, prestataires de services de confiance, les services de confiance dans leur globalité, hein, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais également autour de la supervision, l'organisation des services de contrôle par rapport à ces services de confiance. Et enfin, encore quelques éléments autour des portefeuilles d'identité numérique. Et enfin, alors là, oui, c'était la petite hypothèse, il est prévu, si les autorités considèrent que les actes d'exécution sont nécessaires, des actes d'exécution sur le sujet qui est un sujet tellement débattu de comment est-ce qu'on fait une signature ou un cachet électronique avancé. Car rien ne nous permet de dire strictement, après on pourra avoir des moyens biaisés évidemment, hein, c'est toujours envisageable, que nous avons en face de nous une signature électronique avancée. On peut se rappuyer sur certaines normes qui renvoient vers du LCP, du NCP, enfin tout ce que vous voulez, mais le lien n'est pas suffisamment clair et donc on va essayer de demander comment on fait signature ou cachet électronique avancé. On va terminer juste par un jeu qui va être hyper long. Qui va pas être long. Non. J'ai mal demandé là. Non. Pour vous, combien allons-nous avoir d'actes d'exécution? C'est le juste prix du IDAS. Alors combien? Pour vous? Allez. 27. 53. 10. Ah, on n'est pas loin du 53, t'as entendu? On verra plus tard. Un certain nombre. Voir un nombre certain, si vous le souhaitez. Vous êtes juriste? Non? On a entendu un 27. Oui, 27, 53. Et la réponse est? On verra le 21 mai 2026. Les qui ont été publiés. Donc j'avais raison. Mais combien? Non. Non, C'est pas ça la question. il y a à peu près, je crois qu'il y a à peu près 90 références à actes d'exécution dans l'IDAS. Donc, ils peuvent être regroupés et on verra. Ou ils peuvent être détaillés, hein, potentiellement. On peut faire le même point dans plusieurs. Donc, mais il semble que les regroupements ne soient pas quelques dizaines au moins. Voilà. Donc, il y a ce que l'on est en train de dire, c'est qu'on est au début de la pelote du fil d'Ariane. Et que c'est à nous, justement, par rapport à ça, de pouvoir nous retrouver dans ce labyrinthe qui est pas, en fait, c'est pas si compliqué, je trouve que c'est passionnant. C'est à nous de nous retrouver dans ce labyrinthe. Non, attends, le labyrinthe, c'est quand même une des plus belles... Mais tu peux te perdre, chasse au trésor, tu vois. Mais non, le fil d'Ariane, c'est nous. On peut pas se perdre. Si on suit ce qu'on est en train de dire, on ne peut pas se perdre. Donc voilà, nous vous remercions et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Juste parce que du coup, on vous a parlé de beaucoup de choses. Donc vous avez à l'entrée le guide en papier, disponible sur le site de la FNTC, important. Ce site il est interactif, c'est-à-dire que dedans vous allez retrouver les ressources documentaires, vous allez retrouver plus d'informations que ce qu'on vous a donné aujourd'hui, des détails sur les cas d'usage qui sont étudiés par les pilotes au niveau du PEIN, de la douleur. Donc ici donc, vous avez plusieurs exemples et à chaque fois on vous a mis des liens vers les sources de la Commission européenne, etc. D'accord? Donc sachez que vous avez tout qui est mis à votre disposition. Oui?
juste pour rappeler la jurisprudence Séverine de Nice, qui est de dire s'il n'y a pas 3 questions, on ne va pas vers l'apéro. C'est bien ça? Absolument. Donc ça, c'est la marque de fabrique. Donc après, on a un moment d'échange tous ensemble. C'est là-bas, hein, c'est donc au bar de l'hôtel. On va pouvoir boire un petit verre et échanger. On reste à votre disposition. Mais avant ça... Il y en a déjà une. Il y en a une. Non, elle ne compte pas. Oh. Il est d'usage et de tradition que personne ne puisse se rendre. Même pas les vice-présidents de la FNPC, c'est vous dire. Personne n'a le droit de se lever tant que nous n'avons pas eu 3 questions sur le sujet. Et bien évidemment, il n'y a jamais de questions bêtes. Donc, allez-y. Ah, très bien. Je savais qu'on pouvait compter sur François. Alors, Ah ben, il y a 2 François en plus. Voilà. Le premier François, et après le deuxième. Alors, comme j'aime les apéros, j'en ai 3, mais je ne savais pas. La première pour Pascal. Tu nous as parlé des PSCO non qualifiés. Tu as dit que la loi qui s'appliquait, c'était la loi du pays. Si j'ai un contrôle fiscal et que mon PSCO est allemand, du coup, c'est la loi, c'est le pays du PSCO. C'est la loi allemande qui va s'appliquer pour... Ton contrôle, il est où? Donc, je suis français, mon contrôle, il est Normalement, fiscal, ce qu'il faut avoir à l'esprit... mais mes docs, ils sont chez... Alors, je vais te faire une réponse de Normand, et Dieu seul sait qu'on a des Normands autour de nous, n'est-ce pas Eric? La réponse de Normand, c'est qu'est-ce que dit le contrat? J'aurais dû le savoir parce que tu me dis à chaque fois. voilà. Donc c'est la réponse de Normand. Ouais. Ok. Deuxième question, j'enchaîne les 3 comme ça. Oui, bah vas-y. Non mais après, il y avait François aussi qui voulait en poser une. Et je sais laquelle il va poser, on va voir si je peux te tromper. Je vous laisse la parole, François. Non, non, Je continue. La deuxième, c'est sur le portefeuille électronique européen d'identité numérique. Est-ce qu'une des idées derrière, c'est pas aussi d'aller vers un enrôlement facilité à distance sur les signatures? On peut l'espérer, en effet, c'est tout l'intérêt probablement, c'est que c'est un véritable accélérateur de l'écosystème de confiance. Et l'écosystème de confiance, il inclut la signature et l'enrôlement. Évidemment, c'est un objectif que, à partir du moment où cet enrôlement peut être retrouvé par la suite, il est unique. Un enrôlement, c'est pas grave s'il est un petit peu complexe, du moment qu'on le fait qu'une fois, ou qu'on ne le fait pas trop régulièrement. Aujourd'hui, le gros problème de la diffusion de digitalisation de façon générale et de transformation numérique, c'est qu'on est obligé de le refaire à chaque prestataire. Et finalement, tout est centré sur le fournisseur du service au lieu d'être centré sur la personne qui amène sa preuve d'identité. Donc, Et la dernière, Ouais, la troisième à propos. Ah, mais moi, je veux que François il la pose aussi. Hein. Non, 3 personnes différentes. Ah, c'est juste. Non, ça c'est pas juste. On a changé Trop la facile, règle. tricherie, non. Est-ce qu'on peut imaginer dans le futur que du coup on ne me distribue plus de permis de conduire, de carte vitale, de carte d'identité et que tous les attributs soient dans mon portefeuille et que ça suffise pour tout Non. faire? Non, il faut toujours que tu penses à une voie alternative. Tu ne peux pas te dire que le portefeuille d'identité numérique, en l'état actuel de la réglementation, soit l'alpha et l'oméga. C'est une voie, c'est sans doute une voie qui va être privilégiée, mais ça ne peut pas être l'unique et seule voie. C'est aussi pour les personnes qui ne souhaitent pas rentrer dans cette démarche. mais c'est gênant comme réponse parce qu'on peut tout imaginer. Il ouvre tout le règlement. Aujourd'hui, on ne peut pas, mais pourquoi pas demain? J'ai entendu ce C'est que j'ai dit. embêtant de fermer la porte à l'imagination. Non, j'ai mis en l'état actuel de la réglementation. Ça a bien été dit, et avec force, en appuyant avec les doigts. François. Voilà, arrêtez de faire. Oui, alors, donc François Deboré, l'ex-persona. Alors moi, je voulais d'abord féliciter nos 4 speakers, parce que c'était très instructif et je trouvais ça vraiment très bien présenté. Après, je voudrais quand même relever ce qui m'a paru être une erreur, mais j'ai pu mal interpréter vos propos, parce que vous avez parlé de la signature électronique qualifiée à distance comme étant finalement un nouveau service IDAS, et un petit peu comme si ça n'existait pas aujourd'hui, et
vous avez, à l'appui de ce que vous avez indiqué, parlé des supports cryptographiques, ces fameux tokens que les gens utilisent majoritairement encore aujourd'hui pour faire des signatures qualifiées. Alors, je voudrais quand même préciser que nous faisons depuis août 2023 des signatures électroniques qualifiées à distance. On n'est pas les seuls. Il y a d'autres éditeurs qui se terminent par Sign, je ne citerai pas lesquels, qui en font également. Et que, encore une fois, si j'ai bien compris, la force d'IDAS V2, c'est qu'elle introduit ce service comme étant finalement un service qualifiable, mais ça n'empêche pas, pour autant, encore une fois, de faire aujourd'hui la signature électronique qualifiée à distance. Nous, on le fait grâce à l'identité numérique de la Poste. Ça se fait en 3 clics. Vous pouvez la tester sur un site que nous mettons à disposition des particuliers, des indépendants, des associations qui s'appelle Lex Community. Et vous pouvez faire dès aujourd'hui une signature électronique qualifiée à distance de manière très simple. Je vais commencer à répondre. Vas-y, je finira. Oui, vous l'avez dit vous-même, ça devient un service qualifiable, ça ne l'était pas avant. Et deuxième chose que j'ajouterais, j'ai peut-être pas prononcé le mot important qui est l'automatisation. Pour ce service de confiance-là. Je laisse Sébastien rajouter. Non, c'était juste, c'est tout à fait juste que la signature électronique qualifiée à distance existe et elle est faite par plein de prestataires. Après cette petite page de réclame, on va citer tous les prestataires de la place qui en font, même ceux qui finissent pas par Sign, c'est tout à fait juste. Pour autant, c'est intéressant de voir le prestataire comme étant seul Remote QSCD Management, réellement prestataire de signature qualifiée, sans avoir la fonctionnalité de la génération du certificat. Peut-être que ça ne servira à rien, mais je trouve qu'il est intéressant de voir dans ce règlement cette capacité qui est introduite. On peut très bien imaginer demain, et à nouveau c'est juste de l'imagination, d'avoir un État qui définisse une capacité à générer des certificats dans l'État, une seule fois pour une personne, et qu'on ait plein de prestataires de signature qui fournissent juste la clé pour le certificat. Aujourd'hui, c'était pas faisable, on réintroduisait cette capacité de signature au sein d'une certification qui était une certification d'un prestataire d'émission de certificat. Il y avait un manque quand même à ce niveau-là. On le comblait par l'usage, mais par contre, le prestataire par lui-même n'existait pas. Donc je pense que c'est réellement une évolution intéressante, mais ça n'enlève rien et c'est tout à fait juste qu'aujourd'hui, il existe de la signature électronique qualifiée à distance. Et donc la dernière question, puisque ça fera 3 personnes. Vas-y. C'est pas une question, c'est un éclairage. Alors déjà, moi je suis Morgan Violo de chez Luxtrust, donc autorité de certification et prestataire de services de confiance depuis presque 20 ans. Je souscris à la remarque qui a été faite, effectivement. Vous l'avez dit, mais la signature qualifiée en remote existe depuis longtemps, elle existe même sur des mobiles, elle tourne, c'est pas quelque chose de nouveau en soi. Mais par contre, elle va peut-être un peu plus se démocratiser. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je voulais rebondir sur, je crois que c'est François qui posait une question tout à l'heure sur le wallet, sur est-ce qu'on peut imaginer que le wallet va permettre de s'enrôler plus facilement. Nous, ce qu'on observe, puisqu'on fait partie de Potential, donc de l'équipe française et du consortium Potential, c'est que finalement, il y a quand même des philosophies un peu différentes qui sont en train de se rencontrer autour du wallet. Et il y a aussi cette distinction qui est peut-être importante, c'est qu'il y a une philosophie autour de ce qu'on appelle le wallet centric, qui fait que l'outil est censé fondamentalement porter cette fonctionnalité de signature mise à disposition de la personne pour lui permettre de signer à partir de son wallet. Ça embarque a priori une minorité d'États, puisque les wallets vont aussi être essentiellement régaliens avant d'être commerciaux. Et ensuite, la deuxième philosophie, c'est ce qu'on appelle le TSP centrique, c'est-à-dire que certains États estiment qu'ils n'ont pas à fournir cette fonctionnalité et la signature dans le wallet. Ils vont limiter cette capacité à faire pour des raisons de coût, de complexité, de projet, et ainsi de suite. Et ils vont laisser la main, en fait, aux prestataires de services de confiance, qu'ils soient bancaires, télécoms ou autres, d'aller s'équiper eux-mêmes de cette solution et donc de reporter cette charge à ce prestataire. Et finalement, voilà, l'éclairage, c'est
Si on reste dans une vision, de mon point de vue, régalien sur l'enrôlement, ça ne facilitera rien parce que le régalien appartient au régalien, et le wallet n'est qu'une extension d'un passeport et d'une identité qui vont continuer à être physiques, quoi qu'il en soit. Si on est dans une approche qui est plutôt commerciale, effectivement, sous certaines conditions, il est possible que dans des parcours utilisateurs, ça puisse faciliter ces enrôlements, mais vraiment à but commercial. En tout cas, nous, c'est un petit peu ce qu'on observe au travers des discussions qui ne sont pas terribles, quoi qu'il en soit. Oui. Question purement pratique d'un utilisateur en déshérence. Est-ce qu'on peut espérer que cette nouvelle version du règlement va uniformiser entre les différents pays européens les possibilités d'usage de la signature électronique? Parce que moi j'ai par exemple beaucoup de blocages avec la Pologne et la République tchèque. Ils me disent non, ça va pas être possible, on a piscine. Les Allemands, ça dépend de ce que tu veux signer. Donc j'ai plusieurs flux, c'est bon, d'autres, c'est même pas envisageable. Les Autrichiens, c'est encore une nouvelle version. Est-ce que le fait qu'on ait ça maintenant plus implémenté de façon générale, ça va forcer un petit peu les choses? Est-ce que je vais pouvoir travailler plus facilement en fait? Purement intéressé, hein, cette question. Alors, la réponse basique, c'est fait pour. C'est fait pour. C'est-à-dire pour essayer d'harmoniser les différents usages au travers de l'Union européenne. Donc, le sésame a toujours été la qualification, c'est-à-dire la qualification des services de confiance. Quelque chose qui doit nous permettre justement de pouvoir garantir que tel ou tel service produira ses effets de Riga jusqu'à Porto. Donc là, le portefeuille d'identité numérique est quelque chose qui va être, on considère, enfin à mon sens, que ça va être un élément qui sera à la portée de chacun. La gratuité de certaines des fonctionnalités, espère-t-il en tout cas, va leur permettre justement que chacun l'ayant, s'il le souhaite, dans sa poche, justement la multiplication des usages et surtout dans une optique de marché unique de la confiance. Voilà, donc c'est une réponse, voilà, après ça il y aura toujours, il faut la volonté politique, la volonté économique, et à partir de là, oui, et je peux dire plus que ça, c'est du droit. Mais ce qu'on peut penser, c'est que les États membres, il y a une obligation dans le règlement pour les États membres en 2026, je crois, de délivrer effectivement des PUN aux citoyens. Il n'y a pas d'obligation pour les citoyens de les prendre. Ce qu'on peut penser, c'est que ça deviendra quand même un peu incontournable pour tout ce qui est en ligne, vous voyez, les cartes grises, les délégations de vote électroniques. Et du coup, ils vont promouvoir leur PUN comme ça, quoi. Et donc ensuite, ça rejoint la question du lien avec les signatures. On voit là les signatures, si on veut faire aujourd'hui de la signature avancée, il faut que le signataire donne sa pièce d'identité. Il est assez, il n'a pas vraiment envie de transmettre une pièce d'identité, il ne sait pas à qui ça va arriver, est-ce que c'est à la contrepartie qui signe, est-ce que c'est au prestataire de services de confiance. Donc s'il peut se brancher sur l'identification du wallet, effectivement, ça va monter le niveau de confiance des signatures. Donc je pense que tous ces facteurs font que plus effectivement il y a une interopérabilité qui doit être assurée par tous les États membres avec les autres. Donc oui, ça va forcément, à mon avis, faciliter les signatures transfrontières assez rapidement. Nous vous remercions tous de votre présence et nous vous proposons de nous retrouver.